vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Fais ce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est oui. normal. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme, la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut encore ? Bon, bah Val, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, on a déjà fini. Ah bon ? C'est toi qui es en retard cette fois-ci. Oh merde. Tu veux qu'on voit ce qu'on a fait ? Ouais, avec plaisir. Vas-y. Salut à tous et bienvenue dans le Ring 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie et de sens que doit prendre la lutte écologique. Est-elle idéologisée ? Trop extrême ? Est-elle à l'inverse pas du tout assez suivie par nos politiques ? Et faisons-nous face au plus grand danger de notre siècle. À ma gauche, Camille Etienne, militante écologique, porte-parole du mouvement On est prêt, qui défend que ce combat-là doit être celui de notre génération et par extension de notre époque, pour permettre de vivre dans un monde plus pérenne, plus durable. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui meurent, c'est des conséquences du réchauffement climatique. À ma droite, Benoît Ritaud, mathématicien et maître de conférence à l'université Paris 13, président de l'association des climato-réalistes, qui défend lui que l'écologie actuelle est trop politisée et empêche le progrès humain au profit d'une logique politique qui, selon lui, n'est pas une menace concrète et imminente. Si on arrête de subventionner les fossiles, on a une guerre civile. Votre présentateur est prêt, vos débatteurs sont prêts. T'es prêt toi Bart ? Je suis prêt. On va pouvoir y aller alors. On se retrouve dans le ring. Donc nous voilà au cœur du débat avec Camille Etienne. Bonjour Camille. Bonjour. Qui est militante écologiste et porte-parole du mouvement On est prêt. Et à ma droite, Benoît Ritaud. Bonjour Benoît. Bonjour. Qui est mathématicien et professeur d'université à l'université Paris 13. On se retrouve aujourd'hui pour un débat sur l'écologie, où nous allons nous poser la question de faut-il un consensus ? Quelles sont les forces en présence et quelles sont les idées partagées au sein de notre société ? On va commencer avec cette première question qui est quel sens doit prendre la lutte écologique ? Camille, tu veux peut-être commencer ? Quel sens doit prendre ? Un sens de l'histoire, c'est une grande question. Pour moi, en fait, c'est celui des réalités physiques, biologiques et chimiques que tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une urgence et que donc il faut qu'on suive. Et nous, c'est ce qu'on fait en tant qu'activistes, en tant que jeunes, c'est de rappeler en fait, et de faire ce pont entre les décideurs qui prennent les lois, qui prennent les mesures, les règlements, et puis les scientifiques qui nous alertent sur l'urgence. Et donc nous, on essaye en gros d'emporter l'opinion publique avec nous et de faire ce lien entre ceux qui savent et ceux qui concrètement peuvent mettre en place des mesures qui ont un impact. Voilà. Est-ce que cette réalité, est-ce que ce sens que prend la lutte écologique est-il scientifique, selon toi, Benoît Ritaud ? Alors, la science ne dit pas ce qu'on doit faire. Elle ne le dit jamais et ne doit pas être utilisée comme instrument de décision, enfin de domination. Et s'il y a une lutte à faire pour l'écologie, c'est pour l'environnement. Et bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on fait, ne pas polluer des rivières, ne pas faire n'importe quoi. Et ça, tout le monde est d'accord depuis bien longtemps, ne pas gaspiller. On ne doit pas pour autant faire de ce combat normal l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous entoure. Et c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on essaye de tout ramener à cette seule problématique, et même en fait à la seule problématique climatique. Donc ça devient un petit peu l'agrégateur universel de tout un tas de problèmes. Et quand on fait ça, on fait quelque chose qui est en fait contraire à la science et contraire à la possibilité de débattre, parce qu'on mélange tout. On mélange des problèmes qui sont complexes, on mélange des combats qui sont importants avec des combats qui sont accessoires. Et donc s'il y a une lutte à mener, de mon côté, ce serait plutôt pour qu'on revienne à la raison, on revienne au calme, on revienne à la pensée rationnelle quand on parle d'écologie. Et pourtant, on parle de l'affaire du siècle, du côté de On est prêt. Pour toi, c'est vraiment le combat de notre génération. Parce qu'une génération de toute l'humanité, c'est-à-dire que pour moi il y a beaucoup de points avec lesquels je suis pas d'accord dans cette première intervention, c'est que par où commencer ? Sur le constat scientifique ou pas. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en effet la science ne donne pas les scientifiques ne disent pas et voilà comment il faut faire. Typiquement, on se pose sur les rapports du GIEC. Donc le GIEC, qui est un groupe d'experts, et en fait
qui ne produisent pas le même savoir, mais qui regardent tout ce qui a été fait, qui regardent par groupe de travail entre 10 000 et 15 000 publications scientifiques. Il y a 2 relectures en plus par groupe, et après en séance plénière avec les 195 États, ils regardent mot par mot, comme on pourrait le faire sur un texte de loi, pour savoir sur le résumé pour le décideur, qu'est-ce qu'on dit. Donc on est quand même sur une base assez solide. Dans ce rapport-là, il sert parfois de base à des décisions politiques comme les COP. Donc on confond un peu tout, souvent le GIEC, les COP, tout ça. Les COP, en effet, c'est politique. C'est les États qui font ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se mettent autour de la table et qui disent, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humanité, en tant que grande puissance, qu'est-ce qu'on décide de faire? Quelle action politique on décide de mener? Ils se fixent des objectifs en disant, là, en l'occurrence, qu'on avait beaucoup parlé de la COP 21, voilà, les fameux 1,5 degré, 2 degrés, en disant, on va essayer de limiter à au moins, au maximum en dessous de 2 degrés, en visant 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle, depuis l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire qu'en gros, on a déjà pris 1 degré, et que là, il faudrait limiter en gros à 0,5. Mais au rythme actuel des choses, on est à plutôt 0,2 en gros par décennie. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on dirait que c'est des chiffres un peu balancés au hasard. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière, ça a des conséquences. Pas du tout uniquement pour les générations futures, mais pour déjà aujourd'hui. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui meurent des conséquences du réchauffement climatique, et vous le disiez très bien, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la 6e extinction de masse, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions. Par exemple, pour la pollution, il y a 50 000 personnes qui meurent en France chaque année de la pollution de l'air. Il y a des millions de personnes qui sont des déplacés climatiques, ce qu'on appelle, qui sont des réfugiés climatiques. L'ONU, qui est quand même pas le truc le plus écolo de la Terre, disent qu'il va y avoir presque 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. Donc en fait, on se retrouve avec des conséquences qui sont dramatiques. Et ce qui se passe surtout pour moi, c'est qu'il y a une grande question de justice sociale. Quand on dit qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est justement, il faut qu'on arrive à être capable de comprendre que c'est un problème systémique. Et que c'est pas qu'une question de climat, comme si ça concernait des icebergs qui fondent très très loin de chez nous, ou des koalas qui ont plus d'arbres. À la limite, tant pis, si ça vous concerne pas, il n'y a aucun souci, chacun avec sa conscience. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on est en danger. Et en fait, on a oublié, avec ces mots d'environnement, parce que ça définit ce qui nous entoure, ce qui nous environne, on a oublié qu'on en faisait partie et qu'on est ceux qui sommes en danger. On fait partie de cette biodiversité. La biodiversité, c'est le vivant. On est du vivant. On fait partie de ça. Donc en fait, il faut se rendre compte de 2 choses. C'est qu'il y a une toute petite partie de la population qui émet le plus de gaz à effet de serre, qui pollue, qui détruit la biodiversité par l'artificialisation des sols, etc. Peut-être qu'on y reviendra. Et c'est pas elle qui paye les conséquences en premier. Donc là, il y a là une vraie question de justice sociale. Et il faut bien se rendre compte de ça. C'est que c'est pas un petit truc par ailleurs qu'on essaie de pousser en disant l'écologie, l'écologie. Ça concerne notre manière d'habiter le monde. Et si ça, c'est pas la question principale qu'on doit se poser en tant que société, quelle question on se pose? Vraiment, je vous la pose du coup. Alors, ce que vous dites là est assez typique, assez représentatif effectivement du discours ambiant, du discours dominant. Et quand on veut avoir un recul critique là-dessus, un recul scientifique, un recul rationnel pour analyser les choses, on est un peu démuni face à ce discours parce que il y a tout simplement trop de choses et que dans un débat, la réalité est complexe, vous l'avez dit. Dans un débat, on peut pas, c'est difficile d'argumenter à la fois sur le climat, sur la biodiversité, sur la pollution, sur les réfugiés. Quel point que j'ai dit vous n'êtes pas d'accord? Quel point que j'ai avancé sur lequel vous n'êtes pas d'accord? Attendez, prenons les choses calmement. Donc je pourrais pas répondre à tout. Non pas parce que je suis d'accord avec tout, ou en désaccord avec tout, d'ailleurs c'est pas forcément l'objet, mais une chose qui est vraiment importante, mais je l'ai déjà dit, c'est choisissons un sujet. Allons au fond de quelque chose plutôt que de se contenter de la périphérie. C'est le défaut de vouloir tout englober, c'est que du coup on reste en surface, on va dire des phrases assez faciles qui sont dans l'air du temps, mais sur le fond, on ne peut pas analyser si on aborde à la fois 1000 sujets. Par exemple, vous avez parlé de réfugiés climatiques. Bon, il n'y a pas de réfugiés climatiques aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est un slogan. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les propos journalistiques ou de dirigeants. Effectivement, l'ONU a parlé, on nous parlait déjà de 10 millions de réfugiés climatiques en 2010, on ne les a heureusement pas vus. Ça a un sens courant, commode et facile pour faire comprendre, pour faire passer un message. Sur quoi vous appuyez juste pour dire qu'il n'y en a pas? Il y a ensuite une définition légale de ce que peut être un réfugié climatique. Et pour l'instant, il y en a 0. Déplacés climatiques, il y a des gens qui doivent partir de chez eux parce qu'ils vivent par exemple des famines qui sont dues à des sécheresses, qui sont des cycles de rétroaction qu'on a. Donc en fait, ça s'appuie sur des bases. Là, pour vous donner une idée de... Pouvez-vous citer un exemple concret? Par exemple, on a eu le cas de la Syrie.
On nous a dit la Syrie et la guerre civile qui s'est passée en Syrie, c'est le réchauffement climatique parce qu'il y a eu une sécheresse en Syrie qui a déplacé les populations rurales, et donc on a un effet du réchauffement climatique mesurable avec les réfugiés. Ça a été un discours qui a été largement relayé, qui n'a pas été très critiqué. Et là encore, si on veut aller dans le détail, on se rend compte que la réalité est non seulement complètement différente, mais même à peu près l'inverse de ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire. D'abord parce que les sécheresses en Syrie, il y en a beaucoup, qu'on a des données concrètes sur le climat en Syrie qui montrent qu'il n'y a pas eu plus de sécheresse récemment qu'avant, que la sécheresse qui s'est produite à ce moment-là n'était pas particulièrement remarquable, et que la vraie cause, le vrai déclenchement effectivement du soulèvement rural en Syrie, ce n'est pas du tout la sécheresse elle-même, c'était une politique qui est tout à fait préconisée par, disons, l'ère du temps, qui consiste à cesser la subvention aux carburants fossiles. Parce que pour des raisons de politique intérieure, effectivement, Bachar al-Assad, en 2007, a dit on arrête de subventionner le carburant fossile parce qu'ils avaient peur de ne plus avoir assez de production. Dans la journée, le prix du carburant a été multiplié par 3 ou par 7 selon les carburants, et ça a mis à terre tout l'appareil agricole syrien en quelques semaines. Impossibilité d'irriguer les plantations, et donc évidemment exode rural. Donc voilà un exemple concret des effets de certaines politiques qui sont préconisées. Si on arrête de subventionner les fossiles, on a une guerre civile. On en a eu l'exemple en Syrie. Et ça, pour dire ça, je prends un point effectivement précis. Je ne prétends pas faire une généralité sur toute la planète. Et quand on va dans le détail, c'est ça l'écosystème. En fait, l'écosystème, c'est justement ce qu'on a voulu simplifier. C'est pas ce qu'on a voulu simplifier la pensée comme dans l'agriculture en disant on va dominer, on va mettre de la monoculture, on va mettre des choses simples. On veut simplifier la complexité du monde par notre ego humain. Et donc on arrive à des choses où on pense complètement scindé, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut retrouver cette humilité et retrouver cet écosystème de la nature. Dans la nature, comment ça fonctionne justement? Tout est en interconnexion, et bien sûr qu'il y a des connexions avec, quand on parle de sécheresse, évidemment que quand d'un coup il fait plus chaud sur la Terre, quand les températures sont plus extrêmes que les sécheresses, prenez le rapport du GIEC, le rapport pour décideurs, vous verrez très bien qu'il y a un lien de cause à effet entre le réchauffement et les sécheresses, donc bien sûr que si. Moi j'ai une question vraiment qui m'inquiète, sincèrement ça m'inquiète beaucoup d'entendre ça, parce que il y a une chance sur 100 000 que le réchauffement climatique ne soit pas dû aux activités de l'homme. C'est-à-dire que le consensus est quand même extrêmement grand. Donc moi je me demande, encore une fois, Valérie Masson-Delmotte le rappelle très souvent, vous avez Jean Jouzel aussi, Gilles Boeuf me le disait ce matin. Ce qui m'inquiète, c'est que, est-ce qu'on va donc parier l'avenir de l'humanité sur ces une chance sur 100 000? Et en fait, je me pose sincèrement la question de votre démarche, des gens qui se disent climato-sceptiques ou climato-réalistes. Pour nous, le réalisme est clairement de notre côté. Je comprends pas comment proportionnellement vous pouvez défendre, au nom de quoi en fait vous faites ça. C'est-à-dire que nous, en tant que génération, moi j'ai 22 ans, si on continue comme ça, on est un monde, là il fait un monde à 4 degrés. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait un monde à 4 degrés. 4 degrés, c'est ce qui nous sépare de l'ancienne ère glaciaire, il y a 22 000 ans, où il y avait 120, le niveau des mers était à 120 mètres plus bas, il y avait 2 km d'épaisseur de glacier. Donc en fait, nous, on est dans un monde aussi où demain, il y a toute une partie du globe qu'on ne pourra pas habiter. L'Indonésie sera sous les eaux. En France, on a des températures où des fois on dépasse le seuil létal. En fait, c'est ça qui nous attend. Donc quand on vous parle de cette réalité-là qui est quand même dramatique, je comprends pas comment est-ce que vous pouvez vous dire le combat, pour moi, c'est de me battre pour peut-être potentialité à la marge qui est microscopique, de dire on n'est pas certain donc on fait rien. Enfin, je veux dire, si votre maison brûle demain et qu'on n'est pas, on vous dit vous avez une chance sur 100 000 que vous avez, une chance sur 100 000 que votre maison ne brûle pas et que c'était un canular. Bah, vous allez quand même essayer d'aller éteindre le feu, vous allez quand même vous activer, vous allez appeler les pompiers. Vous n'allez pas dire ah non écoutez, par précaution, on va quand même rester sur cette micro-chance parce que la science n'est jamais certaine, et donc je comprends vraiment pas quel intérêt en tant qu'humain vous avez. Je vais essayer de vous l'expliquer. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet, en vrai. C'est ça qui m'inquiète. Je veux bien en parler. Mais... C'est aussi le sujet. La question, c'est est-ce que même si vous n'étiez pas sûr, pourquoi même dans le doute, vous n'essayeriez pas de rendre cette terre peut-être plus écologique? Alors, il y a plusieurs choses, parce que vous avez dit plein de choses, vous lancez plein de choses en même temps, donc pardon si je ne réponds pas à toutes vos questions, j'aimerais bien, mais ma mémoire est limitée. Donc vous avez dit une chance sur 100 000. Alors ça, c'est assez typique des chiffres qui sont donnés. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas. Le rapport du GIEC. Non, alors il n'y a pas une chance sur 100 000 dans le rapport du GIEC. Ça n'est pas écrit. Oui, écoutez Jean Jouzel, qui est quand même même Jean Jouzel ne dit pas une chance sur 100 000. Il peut le dire éventuellement rhétoriquement. Ça, je comprends. Et ça, on aime bien dire des chiffres, parce que le chiffre, ça donne l'impression que c'est appuyé sur des sciences solides. Mais 1 sur 100 000, ce n'est pas un chiffre qui est donné même par le GIEC, même par personne. Il y a d'autres types de chiffres qui montrent que c'est un consensus.
Alors, consensus, là aussi, on dit généralement 97% des gens pensent les scientifiques pensent que ça repose sur une étude qui est très contestée. Ça repose sur une étude? Oui, ça repose sur une étude. Vous savez comment fonctionne le GIEC, juste pour information? Non, mais il ne s'agit pas du GIEC, là, il s'agit je vous parle du 97% de consensus qui dérive d'une étude qui a été publiée en 2013, une étude, une méta-analyse sur les articles publiés. Le GIEC ne mentionne pas lui-même ce chiffre de 97%, c'est autre chose. Donc pourquoi mon combat? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas appeler les pompiers? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la science, quand on veut faire de la science, quand on veut réfléchir, eh bien, il n'y a pas d'interdit. Et on a le droit de se tromper. Si on refuse de réfléchir sous prétexte qu'on risque de se tromper, eh bien, on ne peut plus faire de science, tout simplement. Donc le consensus des idées devient un instrument totalitaire pour empêcher les gens de se poser des questions. On a le droit de se poser des questions, on a même le devoir, même si on risque de se tromper, même si on va contre l'avis dominant ou l'air du temps. Un scientifique ne doit pas trop s'intéresser à ça. Et puis quant à savoir en tant que citoyen, ce qui est une autre question, si on doit choisir entre les uns et les autres alors qu'on a l'impression que la maison brûle, ça c'est une autre question, chaque citoyen peut décider son âme et conscience. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas trop du sujet, je comprends tout à fait qu'il écoute l'air du temps et qu'il suive tout ça, ça me paraît raisonnable. Pour ma part, j'espère avoir travaillé les questions suffisamment pour me rendre compte qu'en fait, la comparaison avec la maison qui brûle et les pompiers qu'on appelle, elle n'est pas tout à fait parfaite parce que le risque, c'est que le remède soit pire que le mal. C'est ça qu'on observe aujourd'hui. Le remède est pire que le mal. Vous avez dû entendre la semaine dernière qu'on a eu un appel pour limiter la consommation d'électricité en France. On est passé pas vraiment près du blackout, mais on commence à être menacé dans notre appareil industriel, dans notre appareil productif d'électricité, parce qu'on prévoyait 88 000 mégawatts de consommation, on était capable d'en faire 88 200, c'est-à-dire 0,2% de plus. C'est un gros problème, pas seulement parce qu'on n'aurait pas pu s'éclairer et chauffer, mais vous avez tout un tas de services publics vitaux qui dépendent de notre production d'électricité. Pourquoi on est dans cette situation? Fondamentalement parce qu'on a décidé d'une transition énergétique mal pensée, c'est-à-dire conçue sur des bases irrationnelles, dans l'idée louable de sauver la planète, mais les pompiers en fait ont été plutôt des pompiers pyromanes et on est en train de s'en rendre compte, y compris sur le plan social. L'électricité a augmenté de 40% en 15 ans alors qu'on a un outil industriel tout à fait performant qui permettrait d'en produire autant qu'on veut et à bas prix. Et le prix de l'électricité va encore augmenter de 2% au mois de février. Moi, je peux me le payer, j'ai un travail. Peut-être que vous aussi, autour de cette salle, vous ne serez pas impacté directement, mais il y a tout un tas de gens qui seront vraiment impactés par ces décisions-là. Ça amène du coup la deuxième question de ce débat, mais c'est y a-t-il plusieurs approches possibles dans la lutte écologique? Parce qu'on voit par exemple que sur le nucléaire, c'est un débat qui a fait rage des deux côtés, où certains écologistes ou certains climato-sceptiques défendaient tous les deux le nucléaire. Est-ce que du coup il peut y avoir plusieurs types de luttes écologiques? Je suis assez atterrée là, très, très sincèrement d'entendre ça parce que je trouve ça dangereux très sincèrement d'avoir dans l'espace public ce genre de paroles parce qu'on a quand même d'un côté, je me répète mais juste une dernière fois que ce soit extrêmement clair, juste en termes de proportion, je remets pas en cause la phrase que vous disiez qui était de dire que la science a le droit de chercher. Et j'étais ce matin avec Gilles Boeuf qui a été président du Muséum d'histoire naturelle, biologiste, et qui disait qu'on a cherché au début, en effet, de voir si c'était pas dû à l'homme. Et il faut pas prendre les scientifiques pour des débiles. Ils ont vérifié si en effet c'était en effet ou pas dû à l'activité humaine, ce réchauffement. La réponse est que on a d'un côté quelques scientifiques qui font des tweets ou des études qui sont repartagées par 10 personnes, et de l'autre, on a un consensus de milliers de scientifiques bénévoles du GIEC qui regardent entre 10 et 15 000 publications scientifiques, non pas pour produire du savoir, mais pour dire on regarde des études qui existent déjà. Ils en font ensuite un résumé qui est relu 2 fois par d'autres experts et qui est ensuite rediscuté. Donc en fait, on est quand même, en termes de proportion, pas du tout dans la même mesure. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une opinion qu'on porte. On dit oui, vos idées, c'est pas du tout une idée. En fait, nous, on ne cherche ni à convaincre, ni à donner une idée. On est là pour montrer des faits. Et ces faits amènent à l'action, appellent à l'action. Maintenant, dans l'action, bien sûr qu'il y a plusieurs manières d'y aller. Il y a plusieurs choix qu'on fait. Et ça, c'est à nous de se poser en tant que société, en tant que citoyen, en tant qu'humain. Comment est-ce qu'on décide de prendre? Quel chemin on décide de prendre? L'autre chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est cette question de dire
il y a déjà, en mode comme si, si on prenait les mauvais choix, il y allait avoir des gens qui allaient le payer. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui payent de notre inaction, et c'est ça qu'on comprend pas. C'est qu'on a l'impression que le mal est invisible parce qu'on refuse de le voir. Mais vous allez là chez moi en Savoie, il y a déjà une partie des glaciers, bon, non seulement qui fondent, mais même qui sont en train de la terre qui est gelée, qui est en train en fait, de se réchauffer. Donc il y a des énormes blocs de glace, enfin blocs de rochers qui s'effondrent et d'éboulements qui sont incroyables. Enfin, moi je le vois de mes propres yeux. On parle moins de la biodiversité. La biodiversité, on a perdu 68% des espèces depuis les années 70, un tiers des animaux, des oiseaux des champs en 15 ans. Ça, on le voit bien. On voit bien que cette nature est en train de se mourir. Je ne comprends pas comment, en ayant factuellement sous ses yeux ces réalités-là, on est capable de défendre l'inverse en disant que c'est une opinion, que comme si c'était que des chiffres sur des papiers. Non, c'est parce qu'il y a des réalités derrière ces chiffres-là. Il y a des gens qui payent aujourd'hui les conséquences. Il y a des gens que vous connaissez sûrement. Il y a des gens qui meurent de la pollution de l'air, des Français qui meurent de la pollution de l'air. Il y a des gens au bout du monde qui meurent déjà des conséquences de la montée des eaux. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est juste que on fait comme si c'est un débat d'idées, là où en fait on est face à une urgence qui est réelle, et je trouve ça très très dangereux. Donc pour moi, non, il n'y a pas du tout plusieurs sens. Il y a des réalités biologiques, chimiques, enfin des limites planétaires en fait. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on décide d'agir en tant que société? Là, c'est des choix politiques. Et en effet, dans ce cas, on peut avoir plusieurs stratégies. Et là, c'est quelle stratégie on choisit. Dans ce cas, ça devient la politique. À l'inverse de la science sur laquelle on se base. Mais il faut d'abord être convaincu par le constat. Et c'est ça qui m'inquiète, de voir que c'est pas le cas. Et je trouve ça extrêmement dangereux, vraiment. Alors la question de départ était sur le nucléaire, mais je vois que... Non, pas du tout, c'est un exemple nucléaire. On peut parler du nucléaire si vous voulez, je trouve ça passionnant. T'as recadré la question, tu l'as bien fait, parce que c'était pas une question de sens ou d'idée, mais c'était plutôt une question justement de politique. Quel sens différent doivent et peuvent prendre les politiques écologiques et climatiques, si tant est, comme tu peux le défendre, qu'elles aient une utilité? Alors, moi je pense qu'on ne doit pas se focaliser sur la question climatique, je pense que c'est une erreur. Et pour que ma position soit tout à fait claire, les climato-réalistes ne prétendent pas que le climat serait immobile. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt le courant dominant qui part du principe que jusqu'au 19e siècle, le climat était bien réglé. Il y avait un règlement climatique, et puis il y a eu un dérèglement climatique qui s'est produit après, et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en fait de climat ou de météo serait plus ou moins la conséquence des activités humaines. Donc vous citez la Savoie, et les glaciers, effectivement les glaciers alpins, ça y recule, ça on le sait, c'est pas nouveau, mais en réalité ils reculent depuis au moins le milieu du 19e siècle. C'est documenté, et donc certes, c'est la rapidité avec laquelle ça se passe qui est dangereuse. Certes, le climat évolue, il peut évoluer vite, indépendamment de l'activité humaine, il peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, disons, entre guillemets, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, relativement à ce qui nous intéresse nous en tant qu'êtres humains. Par exemple, le fait qu'il y ait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, je vais vous horrifier sans doute, mais ça a contribué à l'augmentation de 18 millions de kilomètres carrés de la biosphère végétale. On a gagné l'équivalent de 2 Sahara en 30 ans, grâce au CO2 émis par les activités humaines. Ça, c'est mesuré. C'est les photos satellitaires de la NASA qui l'ont montré. On a regardé les photos d'il y a 35 ans, les photos d'aujourd'hui, 18 millions de kilomètres carrés. Il y a une désertification incroyable. Il y a le GIEC qui va justement faire un rapport là-dessus dans quelques... Puis-je finir? Merci. Non, mais c'est quand même interrompant. On peut, dans le climat, je le dis, il y a des choses bonnes ou des choses mauvaises, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, ce n'est pas la question. Simplement, quand on parle du climat, on parle de quelque chose de complexe, donc on peut toujours trouver quelque chose qui va dans son sens. Ça, c'est clair. Et évidemment, il y a des mauvaises pratiques, il y a des choses à arranger. On n'est pas en train de dire qu'il faut rien faire et qu'il faut tout désertifier, tout déforester et tuer tout le monde. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on fait une vraie analyse? Est-ce qu'on regarde vraiment ce qui se passe? Ou est-ce qu'on reste dans l'émotion? Est-ce qu'on regarde les données disponibles? Ce que je dis là, les données disponibles sont publiées dans Nature, c'est pas un tweet de Donald Trump, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Ou est-ce qu'on confond, c'est ça qui est fait souvent, ce qu'on voit, c'est-à-dire les données réelles, et ce qu'on imagine, ce qu'on prévoit pour dans un siècle, dans 2 siècles, qui n'est pas de l'ordre du fait, c'est de l'ordre de la prévision, qui est quelque chose de très difficile, parce que le système climatique et plus généralement le système biologique, le système... C'est fait par des scientifiques très sérieux, le GIEC est quand même l'enjeu, très sérieux. En termes de proportion, on est sur une étude apparemment de Nature, mais j'en doute, et des millions d'autres études, des milliers en tout cas, qui montrent qu'il y a quand même une désertification, donc bon, remettons en proportion. Vous pourrez vérifier, c'est pas très difficile à vérifier, c'est complexe. De toute façon, mais le GIEC est un consensus scientifique, non, mais c'est beaucoup de scientifiques très sérieux et très reconnus. Sont-ils à mettre en doute? Alors, le GIEC était une fausse bonne idée. Aujourd'hui, on s'en rend compte.
Le GIEC a été au départ pensé, effectivement, on a pensé qu'on avait un problème, et comme d'habitude, quand on a un problème, on crée une commission. Donc c'est pas typiquement français, ça peut se faire aussi à l'échelle de l'ONU, qui est un peu le grand spécialiste de ce genre de grands messes type COP et compagnie. Et dans un premier temps, le GIEC a effectivement fait du très bon travail. Le premier rapport du GIEC de 1990 est extrêmement mesuré, factuel, il fait l'état des connaissances, il n'y a pas de problème. Et il conclut qu'on n'en sait rien, qu'il faudra très longtemps avant d'avoir une idée de si l'homme a un impact quelconque. Donc, en quelque sorte, les premiers membres du GIEC ont résisté à la pression qui leur était faite. Parce que faut bien se souvenir quand même que la mission officielle du GIEC, c'est de voir s'il y a un rôle de l'homme sur l'évolution du climat et de proposer des solutions d'atténuation, d'adaptation. Donc structurellement, le GIEC... il ne propose aucune solution. Le GIEC ne propose aucune solution. Il propose des stratégies d'atténuation. Stratégie, c'est différent. Ils se font des projections sur qu'est-ce qui va se passer si on est à un réchauffement à 1,5 degré. Si donc c'est pas quand même... C'est ça. 4 scénarios possibles. Oui, et voilà, avec 4 qui changent au fil du temps. Donc dans un premier temps, le GIEC a un peu résisté à la tentation naturelle qui était celle de sa mission initiale. Le deuxième rapport du GIEC a encore résisté jusqu'à la dernière minute qui a tout déclenché, ou après que tout le monde se soit mis d'accord sur le rapport qui était tout aussi mesuré que le premier, il y a une phrase qui a réussi à être ajoutée par quelqu'un qui était plutôt activiste que politique et qui a lancé l'idée que ça y était, on avait démontré que le climat était en train de se dérégler par notre faute. Et par la suite, le GIEC a continué dans cette veine-là, de plus en plus alarmiste. Alors, c'est bien qu'il y ait des gens qui se réunissent pour faire une synthèse. D'abord, il n'y a pas que des scientifiques, loin de là. C'est seulement le groupe 1 qui est composé de scientifiques. Ensuite, le rapport est passé à la moulinette des gouvernements réécrit pour un résumé pour décideurs. Il n'y a que le résumé pour décideurs qui est lu et pas du tout le rapport complet. Donc, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a affaire à une sorte de bureaucratie climatique qui, encore une fois, aurait pu être une bonne idée, mais qui aujourd'hui se révèle plutôt un frein et crée une sorte d'esprit de groupe autour d'une théorie qu'il s'agit de défendre. Et il n'y a aucun argument, pardon, mais c'est complètement vide la phrase que vous venez de dire, dans le sens, je comprends pas du tout quel argument vous avancez. Vous dites, donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y a plein d'experts qui se mettent d'accord que c'est long, que c'est un processus, et après vous dites, et donc c'est une théorie. C'est pas du tout une théorie, justement. Il s'appuie sur des faits qui ont été sur des milliers et des milliers, entre 10 et 15 000 par groupe, de rapports qui sont sortis scientifiques d'experts. Qui peuvent être très mesurés. Mais il y en a entre 10 et 15 000 qui sont regardés par groupe. Et qui sont ça peut pas être anecdotique. Ils sont loin d'être. Mais donc après on arrive à des mots et à un rapport pour décideurs qui est voté mot par mot, comme on pourrait le faire pour une loi avec des députés où chaque phrase, chaque mot fait synonyme d'un consensus, où on essaie d'être d'accord pour vraiment garder l'essence du texte. Comment est-ce que vous pouvez remettre ça en cause? Parce que ça n'est pas de la science, et que la science ne se fait pas du tout à la Alors comment elle se fait la science? Elle n'est pas là pour se mettre d'accord les uns les autres entre gens de bonne compagnie. Ça marche pas comme ça. En politique, on fait ça. Et effectivement, le GIEC, qui est un organisme à la fois scientifique et politique, s'est en fait déborder par sa dimension politique, effectivement, en mettant en avant le consensus. En science, on ne met pas en avant le consensus. Vous n'avez pas besoin, Einstein, il n'a jamais eu besoin de consensus pour faire passer sa théorie. Et quand il a eu une lettre, c'était pas une centaine de nazis contre lui, il a dit, ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent, moi, qu'ils me donnent un fait contre ma théorie, ça me suffira. C'est la même chose. La science, il suffit pas que tout le monde soit d'accord pour que la science soit établie. On a trop d'exemples historiques qui montrent que ça marche pas comme ça. Que le consensus du moment, il n'est pas systématiquement faux, mais il est loin d'être systématiquement vrai. Et ça, c'est plutôt la psychologie, la sociologie des sciences qui peut nous faire comprendre pourquoi. En l'occurrence, l'esprit de groupe qui fait que vous avez effectivement pas mal de scientifiques qui se considèrent aussi une mission d'urgence, et qui veulent absolument que ça aille vite. Je les comprends, j'aurais été à leur place, j'aurais sans doute fait la même chose. Mais quand on regarde les choses un peu de l'extérieur, on réalise assez facilement en fait que c'est pas un bon outil pour rendre compte de la science. Est-ce que c'est une logique actuelle, ce combat écologique, ou est-ce que finalement il est daté depuis de nombreuses années et qu'il a juste évolué au fur et à mesure des évolutions climatiques qu'on a pu constater? C'est pas un débat, encore une fois. Là, nous, on n'est pas là pour convaincre, je suis là pour convaincre personne. Il y a des faits, il y a des scientifiques qui se mettent d'accord. Nous, on a une urgence. On parle de personnes qui meurent. On n'est pas là pour avoir une espèce d'égo intellectuel qui dit c'est moi qui ai raison. Non, on parle de personnes qui vivent des conséquences aujourd'hui, qui meurent de ça. Je rappelle bien quand même de quoi on parle. Ça fait très longtemps, depuis déjà le rapport Meadows dans les années 70, on en parlait. On en a parlé aussi, il y a un super livre de Nathaniel Rich, je sais pas bien prononcer son nom, c'est américain,
qui montre que perdre la terre, et en gros il montre à quel point en fait on savait aussi depuis un certain nombre d'années, et à quel point c'est une parole qui se libère et qui de plus en plus, mais qui, vous voyez bien, a quand même remis en question dans l'espace public. En quel point, on le sait depuis un petit moment et que c'est un combat qui est mené depuis plusieurs années par des activistes, par des politiques, par des scientifiques qui sonnent l'alarme. Et plus on attend, chaque année de plus d'inaction, c'est des tonnes de conséquences qu'on va payer et auxquelles on va devoir s'adapter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des conséquences qu'on va devoir payer dans tous les cas. Le CO2 et les autres gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère, et donc même si on arrête de respirer, même si on arrête de tout faire, le climat continuera à se réchauffer. Donc on va devoir s'adapter aussi. Il y a toutes ces questions de comment est-ce qu'on s'adapte en tant que société à ce nouveau monde. Et après, comment est-ce qu'on essaie de limiter, en gros, la voiture qui est en train de foncer dans le mur. Comment est-ce qu'on essaie de la ralentir au maximum pour que l'impact soit le moins fort possible et pour qu'en fait, il y ait moins de gens qui payent les conséquences. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que c'est même pas ceux qui polluent qui payent les conséquences. Et donc on a une responsabilité énorme en tant que privilégiés. Et c'est ce que je trouve qui différencie beaucoup peut-être nos deux positions, c'est l'aspect collectif et l'aspect individuel. Moi, je me positionne en tant que privilégiée de ce monde qui a eu accès à une éducation, qui peut donc se permettre de louper l'école pour aller manifester, qui peut avoir accès à des scientifiques qui prennent le temps de par ma micro-notoriété, qui prennent le temps de m'appeler pendant des heures pour m'expliquer les rapports, pour m'expliquer concrètement ce qui se passe. Et donc on a un devoir aussi, et personne qui a profité, qui a pris l'avion dans sa vie, qui a un toit, donc on a ce devoir-là, nous, d'agir pour ceux que payent les conséquences aujourd'hui et pour les plus nombreux encore qui vont les payer demain. Donc ça, c'est une pensée collective, en fait. Ça, c'est se dire, on habite le monde, on prend conscience, comme dit Garde-Morin, de notre destinée des communs. Et du fait que, à l'inverse que vous dites, de penser en sillot, qu'en fait tout est interconnecté, qu'on est cet écosystème de la nature. Et que donc dès que moi je fais quelque chose et que je fais une action, ça peut impacter la vie des gens du bout du monde. Donc c'est peut-être penser plus collectivement, retrouver ce sentiment commun, qui pour moi est vraiment important et qui va peut-être à l'inverse de la position de dire j'ai le droit avec mes opinions d'être pas d'accord parce que j'ai lu une fois une étude qui montrait que c'était pas le cas. Donc voilà, c'est peut-être un choix à faire de valeur aussi, je pense. Un choix de valeur du coup également. On va du coup conclure et même ouvrir ce sujet avec cette question qui est, selon vous, et vous avez évidemment le droit d'avoir une réponse différente, mais quelle est la plus grande menace dans ce combat civilisationnel, comme on pourrait dire? Peut-être laisser la parole en premier, Benoît. La plus grande menace, disons, c'est toujours prétentieux de savoir quelle serait la plus grande menace et comment y répondre. C'est votre avis, ça engage vous et puis c'est pour faire réfléchir les gens qui nous regardent. Pour moi, la plus grande menace, c'est, une grande menace, disons, reliée à notre sujet, c'est le renoncement à cette belle idée qui est née notamment au XVIIIe siècle, qui a fleuri au XIXe, qui est l'idée de progrès. Qui est l'idée que, eh bien, en utilisant l'intelligence collective, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'être individualiste, pas du tout, ce sont des choses complètement différentes, mais en utilisant l'intelligence humaine, on peut faire de belles choses, on peut produire de grandes choses, on a acquis en 2 siècles un niveau de vie, une qualité de vie qu'on n'a jamais connue avant, vous le disiez vous-même, ça on sait bien ce qui nous l'a valu, c'est le progrès, c'est l'esprit humain qui a compris comment utiliser des sources d'énergie, inventer de la technique, de la technologie. Je suis, pour ma part, pour que ça continue, pour que les générations dont vous êtes, les jeunes générations, puissent en profiter, non seulement comme moi j'en profite encore, mais puissiez en profiter encore plus, que vous puissiez voyager, que vous puissiez communiquer, que vous puissiez avoir accès à autant de richesses que possible. Et ça passe pas par une sorte de, on arrête tout, on a peur, on craint pour demain, et finalement on laisse l'Asie se développer à notre place. Ça passe par plutôt un esprit positif, et un esprit qui fait confiance à ce qui a déjà bien fonctionné. Ce qui a déjà bien fonctionné, c'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Et c'est l'utilisation de l'énergie, le développement de la chimie, de tout un tas de procédés modernes, en faisant bien sûr attention à l'environnement. Personne n'est en train de dire qu'il faut pas faire attention, mais en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain, et en ne pensant pas que, parce que c'est quotidien, parce qu'on y a facilement accès, ce sera toujours là sans qu'on ait rien à y faire et qu'on peut casser nos outils industriels sans conséquence. Ça aurait de graves conséquences. Il faut bien le peser avant de se laisser avoir par des rêveries certes sympathiques, mais en fait dangereuses. Très bien. Camille, du coup, quelle est selon toi la plus grande menace liée à ce combat civilisationnel? Je viens de répondre à ce qu'il a dit, mais avant peut-être, en une phrase...
je trouve ça extrêmement réducteur comme vision du progrès. L'intelligence humaine, la définition, c'est la capacité à s'adapter. Et c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la capacité à se rendre compte avec humilité que le modèle qui a marché, encore une fois on peut largement remettre en question ce a marché, parce que a marché pour une petite fraction dont on fait tous partie ici bien sûr, mais c'est pas du tout le cas pour plein de gens qui vivent des inégalités, qui payent des conséquences aujourd'hui dramatiques de ce système de domination qu'on a en place. Donc il faut bien se prendre conscience que le a marché est largement à tempérer. Et que en fait pour moi, ouais, c'est ça. Pardon, je me suis perdue dans ma pensée, mais donc je disais que ce système qui a marché, c'est ça l'intelligence pour moi. C'est que être capable de se rendre compte que pour l'agriculture, ça a marché un temps. On a été capable de nourrir tous les enfants du baby-boom avec cette agriculture intensive et tout, ok. On a répondu aux défis d'un temps, mais qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et que donc, il faut qu'on puisse être capable d'inventer un nouveau modèle. Et c'est ça aussi l'intelligence. Et c'est ça le progrès. On va continuer à croître, mais il faut toujours se dire, reprendre un peu de distance sur les mots et dire en quoi est-ce qu'on a envie de croître en fait. Est-ce qu'on a envie de croître par exemple en PIB comme ça, ou en progrès technologique pour lui-même, ou est-ce que en fait si on veut ça, et vous le disiez, c'est pour une qualité de vie. Donc est-ce que ce qu'on veut pas, c'est de l'éducation, accès à la santé, accès à une nourriture saine, accès à l'égalité, être heureux, être une société qui soit heureuse, en paix. C'est ça en fait qu'on veut tous au fond. Et donc se rendre compte que on a envie de croître comme ça, on a envie d'avoir du progrès dans ces domaines-là, et là je crois qu'on est tous d'accord, sinon vraiment on parle entre psychopathes, mais toujours est-il que ce qui nous a amené à ça aujourd'hui, une petite partie de la population qui a été amenée à ça aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc il faut qu'on soit capable d'inventer un nouveau modèle. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc quand on dit on veut plus rien faire, plus avoir de progrès, c'est faux. Justement, on est capable d'avoir un peu l'humilité de se dire, là je crois qu'il faut qu'on invente autre chose, et que notre génération se saisisse des enjeux qui sont de son temps. En prenant en compte les limites planétaires, les réalités biologiques, chimiques, physiques, qu'un consensus des scientifiques est d'accord pour nous dire qu'elles sont menacées aujourd'hui. Et encore une fois, prendre conscience que c'est pas l'environnement dont il faut un peu se préoccuper et puis nous continuer, qu'on fait partie de cet environnement. De manière intrinsèque, on est la biodiversité, on est le vivant, et c'est parce qu'on s'en coupe qu'on est en train de le détruire à petit feu, et par la même occasion de nous détruire. Donc pour moi, la plus grande menace, c'est ces conséquences du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de la 6e extinction de masse, de la pollution. C'est ces conséquences-là que vivent déjà plein de gens, que nous on va vivre, et peut-être aussi les idées qui comme les vôtres et comme celles de d'autres encore, essaient de nous éloigner de l'action et de retarder cette action, et qui vont peut-être mener plus tard à des situations où on va pas pouvoir regarder nos enfants dans les yeux ou se regarder dans le miroir en disant j'ai fait partie de ceux qui ont essayé, j'ai fait partie du côté de la solution, mais non, j'ai plutôt essayé de ralentir ce grand mouvement au nom de je ne sais quel trop égo, et je trouve ça dangereux et assez prétentieux. C'était un bien beau débat. Je sais à quel point c'est difficile pour vous deux et pour les gens qui ne sont pas d'accord avec l'un de vous deux de confronter parfois leurs désaccords. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à l'exercice, et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de là où je me positionnais. J'espère que ceux qui nous regarderont penseront la même chose. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Benoît, et on va passer au débrief dans une semaine ou deux. C'était vraiment pour le crayon. Ciao. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. J'essaie de le balancer vers le... On se retrouve dans le ring alors. Salut.